Bien, nous étions en train d'évoquer tantôt la République démocratique du Congo. Le procès de Vital Kamerhe devrait s'ouvrir le 11 mai prochain. Basile Abou, vous prenez la parole avant la pause. Je disais que n'oublions pas que Tshisekedi lui-même a un défi à relever. La façon dont Tshisekedi est arrivé au pouvoir, où il y a une opinion qui s'est dégagée pour dire que ce n'est pas lui qui a gagné, ce n'est pas lui qui a gagné, et qu'il est le candidat de l'ancien président, que c'est lui qui l'a protégé. Bien qu'il n'ait pas été le candidat de l'ancien président, c'est lui qui a préféré Tshisekedi à celui-là. Et vous vous rappelez l'église, tout ça là, ils se sont soulevés à l'époque pour dire que le résultat n'était pas vrai. Donc il a un défi à relever vis-à-vis donc de cette opinion qui n'était pas d'accord avec lui, et vis-à-vis donc de celui qui est devant lui et qui, après l'avoir mis peut-être là-bas, n'est plus également en odeur de sainteté avec lui. Donc, il a devant le peuple congolais un défi à relever pour dire au peuple congolais que je peux être un bon président pour vous et pour que peut-être le deuxième mandat, on puisse le lui accorder. C'est ce que moi je suis en train de dire. Et donc, il faut une tolérance zéro pour qu'il puisse donc montrer au peuple congolais qu'il est capable de gérer ce pays qu'on a souvent appelé, je disais tout à l'heure, un scandale géologique, qui aurait pu être un grand pays prospère si les ressources de ce pays servaient vraiment, étaient bien gérées et encadrées par ceux qui sont appelés les hommes politiques aujourd'hui pour que ce pays donne la valeur qu'on attendait de la RDC. Et donc, je crois que devant ce problème qui se pose aujourd'hui, celui qui a beaucoup plus à en tirer, c'est le président de la République, c'est le président de la République. Et il faudrait que la justice soit également impartiale, comme nous sommes en train de le dire, pour que la justice fasse bien son travail, qu'on n'ait pas l'impression que cette justice a une manette derrière elle qui est maniée par le président Tshisekedi. Et si on y arrive et on démontre et que la bouche de Kamerhe se ferme devant les évidences, je crois que le peuple apprécierait. Et ce sera donc un exemple pour l'Afrique également, parce que nous avons besoin de dirigeants comme ça qui mettent, comme je suis en train de le dire, la tolérance à zéro. Nos pays africains ont beaucoup de ressources. Nous pouvons voler, nous pouvons vraiment faire de grandes choses si tant est que nous gérons de façon sérieuse les ressources que nous avons. On ne va pas tendre la main à l'extérieur. Et s'il y a des hommes politiques comme ceux-là, et s'il s'avère que Kamerhe a réellement détourné, ce serait malheureux que les gens, lorsqu'on les confie à des postes de responsabilité, lorsque peut-être ils ont la chance d'être dans les rouages d'un décideur politique et qu'il se comporte. Ce monsieur, il est vieux, il a plus de 60 et quelques ans, je ne sais pas. 61. Alors, si on découvre ça et qu'il s'acoquine avec ce Libanais pour détourner des milliards sur le dos du peuple congolais, il faudrait qu'il réponde et que vraiment le pays puisse sentir qu'il y a un dirigeant qui est là et qui peut faire rehausser l'éclat de ce pays, la RDC. C'est moi mon idée dans ça. On sait aussi que généralement dans ces genres de situations où par exemple c'est le directeur de cabinet, quelqu'un de très puissant qui est impétré dans de telles affaires, on cherche plutôt à les protéger. Le fait pour Tshisekedi de l'avoir lâché, ça signifie quelque chose? Oui, moi je dirais que ça signifie que pour se faire élire, il a dû accepter un certain nombre d'alliances pesantes. Et ces alliances pesantes sont, comment dirais-je, un genre de corde au cou qui ne lui permettent pas de diriger le pays comme il aurait prétendu. Il a déjà l'alliance, il y a l'alliance avec Vital Kamerhe qu'il a faite, il y a l'alliance avec l'ancien président qu'il a faite. On a vu tout le remous que ça a occasionné lors des élections législatives, si je me souviens. On a vu toute la contestation aussi. Il a Fayoulou qui est derrière, il y a toute la convoitise que le Congo suscite. Il y a les voisins qui sont, comment dirais-je, toujours à l'affût et avec lesquels il faut négocier. D'ailleurs, quand il se fait élire, une des premières actions qu'il fait, c'est de faire vraiment un certain nombre de voyages à l'étranger pour pouvoir apaiser, pour pouvoir régler un certain nombre de choses. Donc, je pense qu'on a quand même un président qui a une vision pour le Congo. Bon, la question est de savoir quelle est la vision qu'il a pour le Congo. Et puis, en troisième point, de quelle latitude dispose-t-il pour pouvoir, comment dirais-je,
faire la politique qu'il souhaite pour le développement du Congo. Et je pense que le problème de M. Tshisekedi, c'est un peu ça. Lorsqu'on a quelqu'un comme Vital Kamerhe qui était déjà un monstre politique avant même, c'est-à-dire ce n'est même pas autant de Félix Tshisekedi, c'est autant de Étienne Tshisekedi. Vital Kamerhe était déjà un monstre politique qui était, comment dirais-je, représentatif de toute une région qui est sujette à conflit. Donc lorsqu'on a pour collaborateur ce type d'homme-là, même si l'écriteau met directeur de cabinet, c'est un écriteau de façade. C'est carrément, c'est un allié. À la base, c'est quelqu'un d'indéboulonnable qu'on ne peut pas attaquer. Donc, le fait de prendre sur soi et de dire j'attaque un tel personnage, c'est que ça demande quand même un certain... ça demande du tact et ça demande d'un certain cran. Parce que des personnalités comme M. Vital Kamerhe sont des personnes qui sont extrêmement riches, qui ont extrêmement d'appui et qui peuvent vous soulever une région en un claquement de doigts. Donc, mettons que c'est un acte, à mon sens, qui est intéressant de la part de M. Félix Tshisekedi, parce que moi j'insiste, il faut que la justice dise le droit. Il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qu'il est advenu de ces 50, je pense, milliards de dollars. Il faut qu'on sache où en est le projet, moi je dis Handgriffe Congo émergent, si je peux l'appeler ainsi. Et il faut qu'à un moment, les hommes politiques congolais, dans leur dynamique de détournement, puissent à un moment comprendre qu'il y a quand même une limite, il y a un palier. Même dans les pays les plus développés ou qui se disent les plus démocratiques, il y a des détournements, il y a de sales affaires, mais il y a une justice qui, à des moments critiques, se permet de donner le droit, se permet de condamner, se permet d'enfermer ceux qui sont, comment dirais-je, un peu trop gourmands. Donc à un moment au Congo, oui, il faut quand même qu'on ait un président qui pose ces bases-là. Après, bon, à la suite, on verra ce que ça va donner, mais je trouve que c'est un message fort qu'il a avancé. Est-ce qu'il est possible pour Félix Tshisekedi lui-même de sortir indemne de cette affaire dans les deux sens, c'est-à-dire, est-ce qu'à la fin on dira bravo, le président, il lutte contre la corruption, ou bien plutôt on va l'accuser, vous avez fait un mauvais casting? Oui. Il y a les deux aspects, c'est-à-dire que c'est un couteau à double tranchant en fait. Parce que, comme on le sait, Vital Kamerhe n'est pas un inconnu à ses côtés. Et donc, c'est vrai que peut-être ça va un peu le tâcher. Et on dira de lui, bon, peut-être ce monsieur t'a aidé, ce monsieur était à tes côtés, il a utilisé ses moyens pour t'aider à atteindre peut-être tes objectifs. Et bon, mais si tout le temps, c'est-à-dire on doit toujours se dire que telle personne m'a aidé. Et donc, s'il est dans un problème qui entache l'économie du pays, qui fait du mal à l'économie du pays, je suis obligé de me taire. C'est-à-dire que Tshisekedi, il joue sa partition dans cette affaire-là. Soit c'est un président qui sait être rigoureux pour la mission pour laquelle il a été élu, ou alors c'est un président qui préfère les amitiés, les collaborateurs, ceux qui vont l'aider à peut-être résister, à rester, à être président, je ne sais pas si c'est à vie ou pas, mais à être président et à le protéger. Donc c'est entre les deux. Donc il choisit délibérément, sachant très bien que ça peut lui porter préjudice dans les amitiés et au niveau donc de la population, ça peut lui porter préjudice. Mais il a choisi que s'il y a un délit, il faut que le délit aille devant la justice. Reste à dire, comme nous sommes en train de le dire, que la justice fasse son travail. C'est vrai que Kamerhe est puissant. C'est vrai qu'il a la possibilité peut-être de corrompre la justice. On n'en sait rien. Si jamais il va corrompre la justice et qu'on lui donne le droit, alors là, le président a des problèmes vis-à-vis donc de sa population. On dira que voilà, tu voulais, etc., faire du mal à quelqu'un qui t'a aidé. Il va s'en sortir amoché. Mais si le droit est dit, je ne dis pas que dès l'instant où le droit sera dit, on dira que Kamerhe est fautif. Si le droit est dit et que toutes les démonstrations font et donnent le procès et on déclare
l'issue du procès, qu'il y a ci, il y a ci, et que la population comprend, je crois qu'il s'en sortira grandi. Mais donc, c'est un couteau à double tranchant, effectivement, et on ne sait pas l'issue de ce procès-là. En tout cas, dans l'affaire de Castine, puisque c'est lui qui a nommé Vital Kamerhe directeur de cabinet, d'ailleurs, Vital Kamerhe était pressenti Premier ministre. C'est les résultats qui ont faussé les calculs. Est-ce qu'on est sûr que dans l'entourage du Tshisekedi, il n'y a pas d'autres Kamerhe? Non, mais est-ce que Tshisekedi avait le soin? Ça va montrer qu'il n'a pas le tact pour le casting. Non, alors, alors, est-ce qu'il n'a pas le tact pour le casting, ou bien est-ce que il n'a pas le choix du casting? Parce que la manière même avec laquelle Tshisekedi, pour moi, ce sont des personnes qui, comment dirais-je, elles sont fines. C'est quelqu'un que lorsque, disons, de façon médiatique, lorsque l'on voit quelqu'un qui a l'air d'affable, de tout à fait conciliant, mais moi, pour ma part, j'estime que c'est quelqu'un qui est plutôt rusé. Parce que même lorsque son père, M. Etienne Tshisekedi, posait la question de la succession, avec tout le tralala qu'il y a eu, il a su tirer son épingle du jeu. Même quand on lui opposait le fait de ne pas avoir l'expérience et le bagage nécessaire pour pouvoir succéder à son père. Ils ont fait la conférence entre partis congolais pour fixer la candidature. On a décidé du choix de Fayoulou. Et il s'est retiré en un tournement. Avec des jeux d'alliance, il s'est retrouvé candidat et il a même été élu avec l'assentissement de l'ancien président. Donc c'est quelqu'un qui est fin, c'est quelqu'un de rusé. C'est quelqu'un de rusé. Pour moi, Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un de rusé. Par contre, je pense que à un moment, lorsqu'on a signé on a fait autant d'alliances, c'est-à-dire que il y a des compromis qu'il faut rendre après. Et lorsque on est président et qu'on est lié par autant d'alliances, il est difficile de se mouvoir. Il est difficile de prendre un certain nombre de décisions. D'ailleurs, on le voit au début de son mandat où, grosso modo, beaucoup le qualifient de pantin. De pantin de l'ancien président, de pantin de telle ou telle structure, de pantin ou telle multinationale, tout simplement parce que à chaque fois, on sent que il est poussé, on ne sent pas qu'il s'impose et ainsi de suite. Donc, Tshisekedi, pour moi, c'est quelqu'un de fin qui cherche à se départir de certaines alliances, en tout cas qui n'a pas envie de se laisser entraîner par elles, parce que justement ces alliances, moi je pense, ont pris certaines libertés. Je pense que des personnes comme M. Vital Kamerhe, avec la stature qu'il a, avec le poste qu'il a, avec le soutien qu'il a apporté, justement, c'est peut-être permis de prendre un certain nombre de libertés. Et je pense que beaucoup de gens qui ont appuyé M. Félix Tshisekedi ont eu justement un certain nombre de libertés, se sont permis certaines libertés. Après tout, c'est grâce à nous qu'il est là. Donc je me permets de... Donc à un moment, il se pose la question de, la pertinence de ce président-là. Et je pense que Félix Tshisekedi, à un moment, quand on voit en tout cas la gouaille avec laquelle il s'exprime au niveau des médias, on sent que c'est quand même un président qui n'a pas envie de passer pour un farfelu dans l'histoire. Donc, je pense que ce qui se passe au niveau de M. Vital Kamerhe, c'est une prise de décision qui est forte, mais je ne pense pas que c'est une prise de décision qui se soit faite sans avoir fait des alliances, sans avoir tâté le terrain, sans avoir étudié les possibilités, sans avoir, pris un certain nombre de précautions. C'est un risque calculé. Voilà, c'est un risque calculé. Parce que quand on voit pour le peu que je sais de l'histoire politique de Félix Tshisekedi, c'est quand même quelqu'un qui a un poste auquel on ne l'attendait pas. Il n'a en réalité, quand on réfléchit bien, il n'a en réalité que le nom Tshisekedi. Mais s'il ne portait pas ce nom-là, il aurait été très difficile de se dire que cet homme-là deviendrait le président du Congo. C'est d'accord.
Notre second sujet, nous allons parler de de ce rappel de l'Organisation des Nations Unies par la voix de Michelle Bachelet, la patronne du département des droits de l'homme de l'ONU, la haut-commissaire donc des Nations Unies aux droits de l'homme. Michelle Bachelet a appelé lundi les pays à respecter l'état de droit en dépit du coronavirus. Compte tenu de la nature exceptionnelle de la crise, il est clair que les États ont besoin de pouvoirs supplémentaires pour y faire face. Cependant, si l'état de droit n'est pas respecté, la situation d'urgence sanitaire risque de devenir une catastrophe des droits de l'homme dont les effets néfastes surpasseront pendant longtemps la pandémie elle-même. Basile Agbo, Michelle Bachelet, le moins qu'on puisse dire en regardant dans un certain nombre de pays, surtout sur le continent, qui également a pris des mesures exceptionnelles, c'est que les droits de l'homme semblent reculer avec la situation actuelle. Oui, c'est que le Covid-19, à son arrivée, effectivement, a obligé les États à demander un peu plus de pouvoir à l'Assemblée. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation d'exception. Oui. Donc, le pouvoir politique dirigeant peut prendre des décisions et pour qu'on puisse survivre à cette pandémie. C'est la raison pour laquelle beaucoup de pays, pratiquement tous les pays sont allés devant leur Assemblée nationale pour demander donc que le pays soit dirigé par, comment on appelle, c'est moi le mot, l'état d'urgence. État d'urgence. Et donc cet état d'urgence a fait en sorte que aujourd'hui il y a ce qu'on appelle l'interdiction, etc. Le couvre-feu. Il y a un couvre-feu, interdiction donc de circuler dans les environs. Là où le couvre-feu, par exemple à Lomé, nous avons un couvre-feu à Lomé, nous avons un couvre-feu à Goé, et récemment nous avons eu un couvre-feu par exemple dans Tchaoujo. On craint, c'est vrai, qu'à ce moment-là, où seul le pouvoir dirigeant, où seul, comment on appelle, le législatif se tait, et donc le judiciaire peut peut-être continuer par travailler, mais l'exécutif travaille acharnement, l'exécutif travaille beaucoup, et l'exécutif s'octroie beaucoup de droits. C'est vrai que la crainte est que on puisse en arriver à travestir, à brimer un peu les droits de l'homme. Donc je crois que en parlant de cette façon-là, l'ONU n'a rien fait que de rappeler que, quelles que soient les difficultés que nous avons aujourd'hui face à ce coronavirus, il nous faut comprendre que le droit de l'homme passe en premier. C'est pour même le droit de l'homme qu'on a eu à demander à ce que donc, le pouvoir exécutif puisse avoir beaucoup plus de pouvoir, mais pas pour brimer les droits de l'homme. Et donc ils ont raison. Parce qu'on entend un peu partout, il y a beaucoup de pays dans lesquels on entend que ceux qui sont en train de veiller à ce couvre-feu extrapolent, violent délibérément les droits de l'homme. Il y a eu des cris un peu partout, c'est pas seulement à Lomé, il y a un peu partout, nous entendons dans d'autres pays que les droits sont brimés, les droits sont violés. Nous avons vu également des vidéos où les militaires malmenaient les populations qu'ils rencontrent dans les rues. Et je crois que c'est ça qui va se rejaillir sur les exécutifs, surtout dans nos pays africains. Et je crois qu'il était important donc, que l'ONU tire la sonnette d'alarme pour dire qu'il faut veiller à ce que les droits de l'homme soient respectés. C'est obligatoire. Et la raison, c'est que le Togo, la dernière fois, a pris des mesures rapides pour éviter qu'on continue par crier tous les matins qu'on a trouvé telle personne morte quelque part, telle personne brimée dans son droit, telle personne située. Je crois que il est très important qu'on maintienne les droits de l'homme et que le couvre-feu ne signifie pas un peu partout qu'on puisse aller à une vie de désordre, à un pouvoir désordonné où on fait ce qu'on veut faire. Je crois qu'il est important que les pays africains et les dirigeants africains et les pouvoirs exécutifs africains comprennent que, quelles que soient les difficultés sanitaires que nous avons, nous devons veiller à ce que les droits de l'homme soient respectés. Je crois que c'est de bonne guerre qu'à l'ONU, on est en train d'annoncer ces mesures. C'est très important. C'est quoi? C'est une question de maturité des États aujourd'hui qui se retrouvent dans une situation où elles ont besoin de concentrer un certain nombre de pouvoirs entre leurs mains et on voit les dérives qui vont avec. Bon, moi, l'ONU, maintenant que l'ONU s'exprime, moi je prends beaucoup avec des pincettes. Pourquoi? Parce que si on prend le cas des États africains, de certains autres États dans le monde,
le pouvoir en place a toujours été un pouvoir fort qui dicte un certain nombre de choses. Donc, c'est sur le papier, c'est déclaré exceptionnel, mais en réalité, c'est pas exceptionnel parce que ça a toujours existé. Par contre, lorsque l'ONU parle des droits de l'homme et ainsi de suite, j'espère que l'ONU tient compte du flicage des populations au niveau de la Chine, au niveau de la Corée, au niveau de ce que l'on veut voter au niveau de la France, où les gens s'inquiètent parce que on veut faire des applications où les gens seront un temps soit peu tracés et ainsi de suite. On renforce les pouvoirs. Même au niveau des États-Unis, il y a toute une problématique entre les décisions du fédéral et les décisions au niveau de l'État et ainsi de suite. Donc, je pense que il ne s'agit pas strictement des États africains, qu'il y a une grosse problématique des libertés individuelles qui se posent au niveau des pays occidentaux, parce que les pays qui ont un État en griffe policier, comme la Chine, comme a pu le faire la Corée d'ailleurs, sont des États qui ont pu circonscrire rapidement le coronavirus. On voit par exemple comment ça s'est passé à Taïwan. À Taïwan, c'est vrai qu'il y a une démocratie, mais qu'il y a quand même un État qui est dans une situation perpétuelle d'affrontement avec la Chine. Donc il y a quand même une sécurité, disons, une politique sécuritaire accrue. On a le cas de Hong Kong, on a le cas de Singapour, on a le cas de la Corée du Sud, on a le cas de la Corée du Nord, on a le cas de la Chine. Donc tous les pays où il y a un État central fort sont des pays qui ont pu imposer et amorcer des politiques fortes pour circonscrire le phénomène du coronavirus. Et en Europe, où on est, disons, quand je dis en Europe, mettons que dans les États occidentaux, où on est, entre griffes, le porte-flambeau de la démocratie, il se pose la question de ce débat perpétuel qu'il faut avec les élus et qui retarde parfois une certaine prise de décision, qui retarde, certaines politiques. Par exemple, en France, actuellement, on a l'histoire du 11 mai qui doit être débattue à l'Assemblée. Et on a des frictions qui s'opposent. On a des gens qui disent qu'ils vont sortir, qu'ils vont manifester. Et c'est compliqué pour les démocraties. On veut faire des applications pour tracer les gens et ainsi de suite. Donc, on remet en cause tout un système de société qui est un système de société occidentale. Ouais. La manière de concevoir l'économie, la manière de concevoir la politique, la manière de gérer un État, la manière, ainsi de suite. En Afrique, on a déjà l'habitude d'États répressifs. On a effectivement une démocratisation qui a été amorcée, mais ce n'est pas la première fois qu'on a des gens qui se font taper dessus. Ce n'est pas la première fois qu'on a des gens qui se font réprimer. Ce n'est même pas la première fois que l'on a des morts. Par contre, moi, ce qui m'a choqué dans le cas africain, et même, c'est pas seulement africain, parce que j'ai vu des vidéos de l'Inde et tout ça, mais je vais me situer au niveau de l'Afrique, c'est que j'ai eu l'impression, parce que même au niveau des réseaux sociaux, lorsqu'on a eu dans d'autres pays les premiers couvre-feux, je pense que les premières vidéos venaient du Burkina Faso, où on voyait des gens taper sur les autres, on a eu des gens même dans les populations africaines qui ont dit « Waouh, c'est super, c'est bien ». Et ces personnes-là n'ont pas, à mon sens, compris que le fait de se dire que la population ne puisse comprendre des directives que par le biais du bâton, sous-entend que quelque part, on appuie une assertion fortement véhiculée dans laquelle on dit « le noir ne comprend que le bâton ». Dans des pays où les gens sont nettement moins disciplinés. Parce qu'on peut dire des choses, si je prends par exemple le cas du Togo, on peut dire des choses sur le Togolais. Mais relativement, par rapport à certains pays, les gens sont quand même disciplinés. De par l'éducation, de par, comment dirais-je, les paradigmes. Les gens sont quand même plus disciplinés que dans certains pays. Alors, on n'a pas vu des militaires sortir la nuit, aller tabasser les Français. On n'en a pas vu aller tabasser les Espagnols. On n'en a pas vu aller tabasser les Anglais ou bien les Américains. Mais pourtant, ces personnes-là ne sont pas plus disciplinées qu'ont pu l'être, par exemple, les Togolais. Moi, je ne le crois pas. Donc, pour moi, il y a une éducation, il y a quelque chose de fortement, moi je dirais même idéologique, qu'il faut transmettre aux forces armées, qu'il faut transmettre aux politiques pour faire comprendre aux gens que
le concitoyen, c'est un couvre-feu, mais c'est un couvre-feu sanitaire. Le citoyen, on l'amène à rentrer chez lui. Ce n'est pas une situation de répression. Ce n'est pas une situation qui doit être de la violence. Mais l'État policier en lui-même, où on a des forces de l'ordre, ça on connaît. Maintenant, nous, plutôt le défi que l'on a, ce n'est pas une ONU qui nous dit... Non, le défi que l'on a, c'est arriver à ce que, au niveau des mesures qui sont prises, on en vienne à être dans des mesures qui sont respectueuses du droit des populations. C'est un peu ce que disait le nouveau commandant de la force sécurité anti-pandémie, le colonel Amana. Il dit l'état de... Enfin, j'allais dire l'état d'urgence sanitaire n'est pas un état d'urgence sécuritaire. Donc, il faut que les éléments des forces de sécurité comprennent bien cela. Et Michel Bachelet l'évoque bien, dit un certain nombre d'informations émanant de différentes régions dans le monde selon lesquelles la police et d'autres forces de sécurité ont fait usage excessif et parfois mortel de la force pour faire respecter les confinements et les couvre-feux. Mais il faut le dire, c'est pas quelque chose de planifié par les États. Beaucoup de pays le disent, notamment le Togo. C'est l'œuvre d'éléments incontrôlés, indisciplinés. Moi, je crois que c'est à ce niveau-là, comme on le disait tout à l'heure, qu'il faut beaucoup plus éduquer les forces de sécurité sur l'aspect qu'on donne à chaque notion. C'est-à-dire que nous sommes en état d'urgence et nous avons lancé un couvre-feu. Il faut expliquer que l'individu que vous voyez dans la nuit, ce n'est pas l'ennemi. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un couvre-feu sécuritaire, l'individu que vous surprenez dans la rue est l'ennemi. C'est-à-dire que c'est lui qui vous attaque le pays. Votre pays est attaqué à coup peut-être d'armes lourdes, etc., etc. Et c'est en ce moment-là qu'on décrète un couvre-feu sécuritaire pour que l'individu qui se retrouve dans la rue, on comprend que c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas de logement. Donc c'est peut-être un terroriste. On peut donc l'attaquer avec une arme, etc. Mais à là où nous sommes aujourd'hui, l'individu, ou bien l'ennemi que nous voyons, l'ennemi n'est pas visible. C'est pour empêcher que l'ennemi agisse qu'on demande aux gens de se confiner. Et donc, expliquer aux forces de l'ordre que celui que vous voyez dans la nuit, ce n'est pas lui que nous sommes en train d'attaquer. Ce n'est pas contre lui que le couvre-feu est. C'est contre c'est-à-dire que le risque que, en circulant dans la nuit, ensemble, ils peuvent se passer ce mal. Et donc, l'aider à rentrer rapidement chez lui en lui expliquant pourquoi il doit rester chez lui. D'accord, on va aller à la pause, malheureusement, le temps est passé. On va à la pause et on revient dans Appel Journal.